août 1957. Dans le ciel du Missouri, un avion de l'armée américaine est à court de carburant. Le pilote et l'équipage évacuent l'appareil. Ce qui suivit fait désormais partie de la légende. L'appareil sans pilote aurait dû s'écraser. Au lieu de cela, il exécute un parfait atterrissage. Voici l'histoire du DC-3, l'avion qui a redéfini notre manière de voler et qui fit entrer l'aviation dans une nouvelle ère. C'était très prestigieux. La plupart des voyageurs étaient des célébrités. Il est également devenu un héros de guerre. J'en ai vu revenir avec des trous dans les ailes, dans le moteur, et il volait encore. Un défi lors de sa conception. La Douglas Company a alors créé un appareil révolutionnaire. Son développement est à la base de l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est le point de départ du transport aérien de masse. Cet avion a révolutionné et changé le monde. Nous sommes le 5 juin 1944, à la veille du débarquement. 13 000 parachutistes américains sont embarqués dans une flotte de C-47 en partance pour la France. C'est la plus grande opération aérienne de l'histoire. Parmi les passagers se trouve Don Jaquay, de la 82e division aéroportée. J'étais installé dans l'avion et on a décollé. Puis je me suis demandé ce que je fichais dans cet appareil. Les appareils doivent voler à basse altitude et éviter les tirs anti-aériens allemands. Ces avions ne sont pas armés et ne disposent d'aucun dispositif de protection, car les C-47 sont en fait des DC-3, des avions de transport légèrement modifiés pour les opérations militaires. Les chances de survivre à la mission sont moindres. Le général Ridgway a dit qu'on devait s'attendre à un pourcentage de perte de 85%. 85 gars sur 100 allaient mourir. Mais les parachutistes ont confiance dans l'appareil, qu'ils surnomment affectueusement l'Albatros. Ils sont persuadés qu'il les amènera à bon port. Un des pilotes ce soir-là s'appelle Julian Bud Rice. Les C-47 avaient tendance à trembler des ailes, un peu comme les oiseaux. Ils avaient une envergure énorme, et je peux vous dire que ça bougeait beaucoup à l'intérieur. Mais c'était des appareils très fiables. La flotte d'avions, en formation serrée, traverse la Manche. Et en atteignant la France, les ennuis commencent. On a dû traverser un épais brouillard. Les autres avions de la formation avaient comme disparu. On ne voyait rien du tout. Une fois le brouillard traversé, il va connaître l'enfer. En sortant du brouillard, j'ai vu plein d'avions touchés par les tirs allemands. Ils explosaient en plein vol et plongeaient au sol. J'ai vécu 5 minutes de terreur totale. Les Alliés espèrent que les C-47 vont réussir à passer et lâcher les parachutistes afin de libérer la France des griffes d'Hitler. Une lourde responsabilité pour un appareil qui, ne l'oublions pas, est à l'origine d'un avion de ligne. Son histoire débute en 1932, avec l'arrivée d'une lettre dans les bureaux du constructeur aéronautique Douglas Aircraft Company. Cette lettre est adressée à son président, Donald Douglas, et vient d'un dénommé Jack Fry, alors à la tête de TWA, une nouvelle compagnie dotée de grandes ambitions. Ce n'est pas une lettre ordinaire. Elle est l'acte de naissance de l'appareil
qui allait révolutionner l'aviation. Dans les années 30, le voyage aérien en est encore à ses débuts et voyager par les airs est très onéreux. Le prix d'un billet pour New York, depuis la Californie, s'élevait à 3 000 $. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le prix d'une voiture. Les États-Unis traversent la Grande Dépression et voler n'est réservé qu'aux plus fortunés. Mais voler à bord d'un avion de ligne à l'époque n'avait rien de luxueux. On voyait des publicités où tout le monde souriait, s'amusait, mais ce n'était pas vraiment la réalité. Les avions étaient bruyants, inconfortables et très lents. Les moteurs émettaient beaucoup de fumée et les gaz entraient dans la cabine. Les passagers ne se sentaient pas spécialement bien après un vol. Les avions ne volaient qu'à 2 km au-dessus du sol, donc dans les zones les plus turbulentes. Si le temps était clément, alors le vol pouvait être agréable, sinon c'était un cauchemar. Pire encore, les vols de l'époque étaient particulièrement dangereux. Le 31 mars 1931 survient une catastrophe. Un avion de la TWA et ses 8 passagers s'écrasent dans une prairie du Kansas. Cet avion s'est démonté en plein ciel. Tous les passagers sont morts. Cet avion transportait Knute Rockne, le légendaire entraîneur de l'équipe de football américain de Notre-Dame. Rien à voir avec la météo, pas d'erreur de pilotage. L'avion était pourri de l'intérieur. Ce crash est un signe pour l'industrie aéronautique. Avant que le transport aérien ne devienne rentable, il va devoir être sûr et abordable. Les gens avaient peur que les avions se démontent en plein ciel. Puis les prix des billets étaient si élevés que seuls les plus riches pouvaient voler. Ce sont ces deux éléments qui freinaient l'expansion de l'aviation commerciale. Boeing est le premier fabricant à réagir en proposant un avion qui allait donner un électrochoc à l'industrie, le Boeing 247. Le Boeing 247 est le premier avion de ligne moderne. Le nouvel appareil de Boeing est 50% plus rapide que le trimoteur Ford, généralement utilisé à l'époque, tout en n'utilisant qu'un cinquième de sa puissance. Un bel appareil. Sa conception impliquait une structure semi-monocoque, à laquelle on ajoutait des ailes cantilever. Construit à partir d'aluminium anodisé, il est stable dans les airs, et le vol n'en est que plus confortable. Ces détails ont fait du 247 un avion révolutionnaire. United Airlines commande directement 59 Boeing 247, une commande qui allait occuper Boeing pendant près de 2 ans. La flotte d'United sera composée des avions les plus modernes, et les compagnies concurrentes ne pourront suivre. Boeing avait été très clair avec les autres compagnies. Elles auraient leurs avions une fois la commande de United livrée. Une de ces compagnies ne voulut pas attendre. Le patron de TWA lance un défi à l'industrie aéronautique. Construire un rival au 247. Et parmi les constructeurs qui relèveront le défi, il y a la Douglas Company, basée en Californie, dirigée par Donald Douglas. Donald Douglas est un grand nom de l'histoire de l'aviation. Il était là depuis ses balbutiements. Douglas est un ingénieur expérimenté et très respecté dans le milieu. Il n'avait qu'une seule parole. Il a vendu des milliers d'avions après une simple poignée de main. Pas besoin de contrat, il était très respecté. Douglas est à l'époque connu pour ses avions militaires robustes. Les patrons de TWA ne voulaient pas de pâles imitations de 247. Ils attendaient bien mieux.
Le 247 était encore limité, et c'est là-dessus que Douglas a approfondi ses recherches. Il a utilisé le 247 comme base, pour ensuite en dépasser les performances. Mais créer un avion de ligne capable de surpasser le déjà excellent Boeing 247 n'allait pas être aussi simple. Donald Douglas confie alors la mission à son meilleur homme et protégé, l'ingénieur Arthur Raymond. Raymond est un de ces authentiques génies américains, un passionné conduit par l'ambition. Douglas le voit non seulement comme un ingénieur de haute volée, mais aussi comme la seule personne à pouvoir relever le défi. Douglas donne une semaine à Raymond pour concevoir des plans. Les attentes sont ambitieuses. En effet, le nouvel avion devra voler 25% plus loin, soit 1600 km sans escale, et transporter 12 passagers, soit 2 de plus que le 247. L'enjeu est énorme. Si Raymond crée un meilleur avion, alors la fortune de la Douglas Company est faite. Sinon, c'est la faillite. Août 1932. L'ingénieur de la Douglas Company, Arthur Raymond, dévoile les plans de son nouvel avion de ligne, le DC-1, aux décideurs de TWA. Ces derniers ne savent pas quoi en penser. Quand la TWA a vu le plan initial de l'appareil, ils se sont posé des questions, parce que c'était un bimoteur. Le Boeing 247 a prouvé qu'un bimoteur pouvait fonctionner. Mais après le crash du Kansas, TWA avait spécifiquement exigé un appareil équipé de 3 moteurs, 2 pour voler et un autre par mesure de sécurité. L'aérodynamique n'était pas un point fort des avions de l'époque, à tel point que si l'un des 2 moteurs ne fonctionnait plus, alors l'avion tombait littéralement. Et il fallait un 3e moteur pour leur donner une chance de se maintenir dans les airs.